Le silence qui s'abattit sur la grande salle de bal de l'hôtel Souverain n'avait rien de paisible. Il était terrifiant, une lourdeur atmosphérique qui écrasait les poumons et gelait le sang dans les veines, figeant Manon Vasseur, sur place, alors que ses mains tremblaient de manière incontrôlable, et qu'une tache d'un cramoisi sombre, semblable à une blessure fraîche et béante, se répandait inexorablement sur la soie blanche immaculée de la robe de haute couture. Isabelle Delorme, la mondaine la plus impitoyable de tout Paris, tenait son verre vide avec un sourire cruel aux lèvres, savourant avec une délectation sadique l'instant précis où elle allait anéantir une existence qu'elle jugeait insignifiante. Pensant simplement écraser une serveuse maladroite sans se douter un seul instant que l'homme qui franchissait les doubles portes à ce moment précis, ce mari milliardaire, dont la seule mention du nom suffisait à faire trembler les conseils d'administration, s'apprêtait à lâcher une bombe qui réduirait au silence la ville entière. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une robe tachée ou d'un accident lors d'un gala. C'est une histoire sur le prix exorbitant de l'arrogance et la force inébranlable de la vérité face au pouvoir de l'argent. Les lustres en cristal de baccarat de l'hôtel Souverain brillaient d'une intensité telle qu'il blessait les yeux fatigués de Manon. Car c'était le soir du gala de charité annuel des Sterling. Un événement où le prix d'un seul billet d'entrée dépassait ce que Manon gagnait en 3 années de labeur acharné. Manon ajusta le col de son uniforme noir rigide, grimaçant alors que le tissu rêche frottait contre la peau irritée de son cou, car elle était debout depuis 10 heures d'affilée. Ses chaussures bon marché étant usées jusqu'à la semelle et envoyant des décharges de douleur aiguë le long de ses mollets à chaque pas. Mais elle maintenait une posture parfaite, le dos droit et le menton levé, car elle le devait impérativement. Une seule erreur, une seule plainte murmurée, et elle perdrait ce travail indispensable, et avec les factures médicales de son petit frère Théo qui s'empilaient comme une tour menaçante sur le comptoir de leur cuisine dans la banlieue, perdre ce travail n'était tout simplement pas une option envisageable. La table 4 a besoin de plus de champagne. Tout de suite, Vasseur. Le chuchotement tranchant vint de M. Mercier, le chef de rang, un homme qui transpirait abondamment dans son costume trop serré et passait ses nerfs sur son personnel avec une mesquinerie constante. « Oui, monsieur ?» répondit doucement Manon, saisissant un lourd plateau en argent chargé de flûtes en cristal qui tintaient légèrement. Elle se déplaçait à travers la foule compacte comme un fantôme, car c'était la première règle du service haut de gamme. Être invisible, remplir le verre, débarrasser l'assiette et disparaître avant même que l'invité ne remarque votre présence. Les invités ne la regardaient pas. Ils regardaient à travers elle, comme si elle n'était faite que de verre transparent. Pour eux, elle n'était pas une jeune femme de 24 ans avec une licence en littérature comparée de la Sorbonne qu'elle n'avait pas les moyens d'utiliser. Elle n'était qu'une paire de mains tenant un plateau. La salle était une mer ondoyante de smoking de créateurs et de robes qui scintillaient comme des diamants sous les lumières artificielles. Mais l'atmosphère changea radicalement au moment où les doubles portes en haut du grand escalier de marbre s'ouvrirent à la volée. Les bavardages cessèrent instantanément. Les têtes se tournèrent à l'unisson, car Isabelle Delorme était arrivée. Elle descendit les marches comme une reine réclamant son trône légitime, portant une robe de soie blanche pure, faite sur mesure dans un atelier de l'avenue Montaigne, qui épousait sa silhouette et traînait derrière elle en une traîne dramatique, tandis que des diamants de la place Vendôme ruisselaient de ses oreilles et de sa gorge, froids et tranchant. Isabelle n'était pas seulement riche. Elle était issue de la vieille noblesse financière, ce genre de fortune ancienne qui s'accompagne de la conviction inébranlable que les autres êtres humains n'existent que pour la servir. Mais ce qui rendait la salle tendue n'était pas seulement sa richesse, c'était sa réputation sulfureuse. Isabelle était connue dans les chroniques mondaines comme la reine de glace de Paris, célèbre pour avoir licencié une assistante personnelle parce que son café était 2 degrés trop froid, et pour avoir poursuivi un teinturier jusqu'à la faillite
pour un bouton manquant. Elle a l'air prête à tuer quelqu'un, chuchota un invité près de Manon, tandis qu'un autre répondait « Elle attend son mari, Julien Blackwood. La rumeur dit qu'il arrive de Tokyo ce soir, juste pour ça. » Manon se figea une microseconde à l'entente de ce nom. Julien Blackwood, le magnate de la technologie, le milliardaire qui s'était élevé de rien pour posséder la moitié de la skyline de la Défense. Manon connaissait ce nom, bien sûr. Tout le monde le connaissait. Mais elle sentit aussi un tiraillement étrange et lointain dans sa poitrine, un souvenir douloureux qu'elle s'efforça de supprimer rapidement, se disant que cela n'avait pas d'importance, car des hommes comme Julien Blackwood n'existaient pas dans le même univers que Manon Vasseur. Isabelle atteignit le bas de l'escalier, ses yeux scannant la salle, non pas à la recherche d'amis, mais à la recherche de défauts. Et son regard se posa sur le serveur le plus proche. Un jeune garçon nommé Léo, qui tremblait en tenant un plateau de hors-d'œuvre. Isabelle s'avança vers lui, saisit un toast au crabe du plateau, le renifla avec dédain et le laissa retomber sur la serviette blanche immaculée en disant d'une voix assez forte pour porter « Rassi, sortez ces ordures de ma vue. » Léo blêmit, balbutiant une excuse inaudible. Mais Isabelle s'était déjà détournée, claquant des doigts avec un son aussi net qu'un coup de fouet en exigeant « Du vin !» tout en regardant dans le vague. Manon était la plus proche. Elle prit une profonde inspiration pour calmer son cœur, agrippa son plateau plus fermement et entra dans la fosse au lion. Manon s'approcha d'Isabelle avec la grâce exercée d'une serveuse vétéran, équilibrant parfaitement une bouteille de Bordeaux 1982, le rouge le plus cher de la carte, aux côtés d'un verre frais. « Bonsoir, Madame Blackwood », dit Manon doucement, sachant que l'utilisation du nom de mariée était ce qu'Isabelle préférait, même si elle utilisait généralement son nom de jeune fille dans la presse. « Voulez-vous goûter au Bordeaux ?» Isabelle se tourna lentement, ses yeux étant d'un bleu glacial, dépourvu de toute chaleur humaine. Et elle toisa Manon de la tête aux pieds, s'attardant avec mépris sur les chaussures éraflées et la mèche de cheveux bruns rebelle qui s'était échappée du chignon strict de Manon. Finalement, Isabelle ricana. « Je pensais mourir de soif en attendant que le petit personnel se réveille. » Manon ne réagit pas, débouchant la bouteille avec des mouvements fluides et efficaces, et commença à verser le liquide rouge sombre qui tourbillonna dans le calice en cristal. « Stop !» commanda Isabelle lorsque le verre fut à moitié plein. Manon s'arrêta immédiatement, effectuant une rotation experte de la bouteille pour attraper la dernière goutte afin qu'elle ne tache pas la nappe. Un service parfait. Puis, elle plaça le verre sur une petite serviette cocktail et tendit le plateau pour l'offrir. Isabelle tendit la main vers le verre. Ses doigts effleurèrent peindre la main de Manon, une peau froide et moite contre les mains chaudes et travailleuses de Manon. Et c'est alors que cela arriva. Au moment où les doigts d'Isabelle se refermèrent autour du pied du verre, elle ne tira pas le verre vers elle, mais fit un mouvement sec du poignet vers l'extérieur, un geste subtil, si rapide que pour un œil non averti, cela ressemblait à un accident. Mais Manon vit l'éclat de malice pure dans les yeux d'Isabelle. Isabelle frappa le verre des mains de Manon, et le bruit du cristal se brisant traversa la foule murmurante, comme un coup de feu. Le temps semblant ralentir alors que le Bordeaux coûteux explosait vers l'extérieur, mais à cause de l'angle de la frappe d'Isabelle. Le vin ne toucha pas Manon. Il éclaboussa en un arc violent et sombre directement sur le devant de la robe de soie blanche immaculée d'Isabelle. La salle de bal devint mortellement silencieuse. L'orchestre s'arrêta de jouer le temps d'un battement de cœur. Personne ne bougeait, alors que la tache rouge s'épanouissait sur l'estomac et les cuisses d'Isabelle, ressemblant horriblement à une scène de crime sur le tissu blanc. Isabelle baissa les yeux vers sa robe, sa bouche s'ouvrant dans un choc théâtral parfaitement répété. Puis sa tête se releva brusquement, ses yeux se verrouillant sur Manon avec une haine pure et non frelatée. « Toi, espèce de petite vache stupide et maladroite !» hurla Isabelle, sa voix se brisant et résonnant contre les hauts plafonds ornés de fresques. «
Madame Blackwood, je n'ai pas... balbutia Manon en reculant, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Tu l'as frappé. M'accuses-tu? Cria Isabelle en s'avançant, ne se souciant pas de la scène qu'elle créait car elle s'en nourrissait. Tu as jeté ça sur moi, tout le monde l'a vu. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Tu as vu une femme qui vaut plus que toute ta lignée et tu as décidé de me ruiner. Non, s'il vous plaît, dit Manon, ses mains tremblant violemment. Je peux aller chercher de l'eau gazeuse. Nous pouvons. Ne t'avise pas de me toucher. Isabelle repoussa la main de Manon. Monsieur Mercier, le directeur, arriva en courant, le visage pâle de terreur. Madame Blackwood, je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment cette incompétence a pu se produire. Isabelle pointa un doigt manucuré vers Manon. Regardez cette robe, elle est ruinée. Savez-vous combien elle coûte? 20 000 euros? C'est plus que ce que cette fille gagne en une décennie. Manon sentit les larmes piquer ses yeux, chaudes et brûlantes. L'humiliation étant un poids physique écrasant sa poitrine, alors que des centaines d'yeux la fixaient, certains avec pitié, d'autres avec jugement ou amusement. « Je veux qu'elle soit virée », siffla Isabelle, sa voix tombant dans un murmure venimeux qui était d'une certaine manière plus fort que son cri. « Je veux qu'elle soit virée et je veux qu'elle soit poursuivie pour le coup de la robe, tout de suite, jetez-la dehors. » « Bien sûr, immédiatement, » dit Mercier en se tournant vers Manon avec fureur. « Vasseur, prenez vos affaires, vous êtes finis. »« Monsieur Mercier, s'il vous plaît, » implora Manon, sa voix à peine un murmure. Elle a frappé le verre, je ne l'ai pas laissé tomber. « Sortez !» aboya Mercier. Isabelle sourit, un petit sourire victorieux. Elle avait gagné, elle avait écrasé l'insecte. « Attendez !» La voix vint de l'entrée. Elle n'était pas forte, mais elle possédait une autorité naturelle qui réduisit instantanément la salle au silence, une voix de baryton profond qui commandait une attention absolue. Le sourire d'Isabelle vacilla car elle connaissait cette voix. La foule s'écarta et, marchant au centre de la salle de bal, se trouvait un homme dans un smoking noir qui lui allait comme une armure, grand, avec des épaules larges et des cheveux sombres, balayés en arrière d'un visage qui semblait avoir été sculpté dans du granit. Ses yeux sombres et intelligents, brûlant d'une intensité silencieuse. C'était Julien Blackwood. Il ne regarda pas sa femme, il ne regarda pas la robe tachée, il ne regarda pas le directeur tremblant. Ses yeux étaient verrouillés sur Manon. Et pour la première fois de la soirée, la serveuse invisible rendit le regard. Elle haleta, sa main volant à sa bouche. « Julien » chuchota-t-elle. La tête d'Isabelle se tourna brusquement vers son mari. « Chérie, regarde ce que cette ordure incompétente m'a fait. Elle a ruiné la soirée, dit à la sécurité de la jeter à la rue. » Julien Blackwood ignora complètement sa femme. Il passa devant les invités, devant le directeur, devant le verre brisé jusqu'à ce qu'il se tienne directement devant Manon. La salle retenait son souffle. Tout le monde s'attendait à ce qu'il crie. Tout le monde s'attendait à ce que le milliardaire défende sa femme. Mais au lieu de cela, Julien tendit la main et, avec une douceur qui choqua tous ceux qui regardaient, il prit la main tremblante de Manon dans la sienne. « Manon ?» demanda-t-il, sa voix épaisse d'une émotion que la foule ne pouvait placer. « Est-ce vraiment toi ?» Manon leva les yeux vers l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis 6 ans. L'homme qui n'était pas milliardaire quand elle le connaissait. « Je ne l'ai pas fait, Julien, je le jure. » Julien se tourna lentement pour faire face à Isabelle, la chaleur disparaissant de ses yeux pour être remplacée par une fureur froide qui fit chuter la température de la pièce de 10 degrés. « J'ai tout vu depuis le balcon, » dit Julien, sa voix plate et mortelle. « Je t'ai vu frapper le verre, Isabelle. » Le visage d'Isabelle devint blême. « Julien, elle m'a provoqué. »« Tais-toi, » dit Julien doucement. Puis il se tourna vers le directeur, Monsieur Mercier, qui tremblait comme une feuille. « Vous venez de la virer ?»« Eh bien, Madame Blackwood a insisté, » balbutia Mercier. « Bien, » dit Julien.
parce qu'elle ne travaille plus pour vous. » Il se retourna vers Manon, portant sa main à ses lèvres, embrassant les articulations qui étaient rouges à force de faire la vaisselle. « Elle vient avec moi. » Le silence dans la salle de bal était fragile, menaçant de se briser à tout moment, alors que Julien Blackwood se tenait comme un monolithe, sa main serrant fermement celle de Manon, la chaleur de sa paume étant la seule chose qui la maintenait au sol. Sinon, elle avait l'impression qu'elle pourrait s'envoler ou s'évanouir sous l'effet de l'adrénaline pure qui coulait dans ses veines. Isabelle Delorme restait figée, sa poitrine se soulevant sous la soie tachée de vin, son visage étant un kaléidoscope d'émotions. Choc, puis humiliation, et enfin, une rage laide et tordue. Elle avait été la reine de cette ville pendant 5 ans. Personne ne la défiait. Certainement pas son mari qui était généralement trop occupé à conquérir le monde de la technologie pour se soucier des querelles sociales. « Julien » dit Isabelle, sa voix tremblant non pas de chagrin mais de l'effort pour contrôler son volume. « Tu fais une scène. Lâche cette domestique, les gens regardent. »« Laisse-les regarder, » répondit Julien, sa voix calme portant sans effort à travers la pièce. Il ne regardait pas la foule, il ne regardait qu'elle. Peut-être qu'ils verront enfin ce que tu es vraiment, Isabelle. J'ai toléré ta vanité, j'ai toléré tes dépenses, mais je ne tolérerai pas la cruauté. Cruauté ? Isabelle rit, un son aigu et hystérique. Elle a ruiné ma robe ? C'est un accident. Pourquoi prends-tu le parti du personnel contre ta femme ? Parce que je connais Manon, dit Julien, et la façon dont il prononça son nom, familier, lourd d'histoire, envoya une nouvelle vague de murmures à travers la foule. Et je sais qu'elle ne renverserait pas une goutte à moins d'y être poussée, littéralement. Monsieur Mercier, le directeur qui venait de virer Manon, s'avança en se tordant les mains, sentant le changement de pouvoir et désespéré de se réaligner. « Monsieur Blackwood, monsieur » suinta Mercier en forçant un sourire. « Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Si la jeune fille, mademoiselle Vasseur, est une de vos connaissances, nous pouvons certainement oublier la casse. Je peux annuler le licenciement. » Julien tourna enfin ses yeux vers Mercier, et c'était comme un loup regardant un lapin. « Vous l'avez viré sans poser une seule question, » dit Julien froidement. « Vous l'avez humilié devant 300 personnes pour apaiser un caprice. Vous n'avez pas le droit d'annuler quoi que ce soit. » Julien plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de smoking, sortit une carte noire élégante, sa carte de visite personnelle, et la jeta sur le plateau en argent que Mercier tenait encore. « Contactez mon bureau demain, » dit Julien. « Nous discuterons du contrat de location de cet hôtel. Je suis propriétaire du bâtiment, Mercier, et je n'aime pas la façon dont mes locataires traitent les gens. » Les genoux de Mercier fléchirent, littéralement. Il attrapa le bord d'une table pour se stabiliser, alors que le sang quittait son visage. « Viens, » chuchota Julien à Manon, tirant doucement sur sa main. « Sortons d'ici. »« Je ne peux pas juste partir. » Chuchota Manon en retour, la panique montant dans sa gorge. « Mon uniforme, mon sac est dans le vestiaire. Je dois pointer. » Julien s'arrêta, la regarda, ses yeux sombres s'adoucissant d'une manière qui fit mal au cœur de Manon. Il leva les mains et déboutonna sa veste de smoking. Et dans un mouvement fluide, il la fit glisser de ses épaules et la drapa sur Manon. Elle était lourde, chaude, et sentait le bois de santal et le scotch coûteux. Elle avala sa petite silhouette, couvrant l'uniforme bon marché et rêche et la tache de la servitude. « Tu n'as pas besoin de pointer, Manon, » dit-il fermement. « Tu as fini. » Il la guida vers la grande sortie, et la foule, l'élite de la société parisienne, s'écarta comme la mer Rouge, fixant Manon, la serveuse qu'ils avaient ignorée 5 minutes plus tôt, avec une curiosité affamée. Qui était-elle ? Pourquoi le milliardaire le plus convoité de la ville la regardait-il comme si elle était la seule personne dans la pièce ? Isabelle les regarda partir. Elle ne les poursuivit pas, car elle savait que courir après lui dans sa robe tachée ne ferait que la rendre plus pathétique.
Au lieu de cela, elle resta seule au centre de la salle de bal, entourée de verres brisés et des ruines de sa réputation, ses mains se refermant en poing sur ses côtés, les ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. Ce n'est pas fini, chuchota-t-elle pour elle-même, ses yeux brûlants d'une promesse de vengeance. Tu penses avoir trouvé un sauveur, petite serveuse? Tu viens juste de peindre une cible sur ton dos. Alors qu'ils atteignaient les lourdes portes en laiton de l'hôtel, l'air frais de la nuit frappa le visage de Manon. Une ligne de SUV noirs et de limousines tournant au ralenti le long du trottoir, tandis qu'un valet se précipitait pour ouvrir la portière arrière d'une Rolls-Royce Phantom. « Julien, attends », dit Manon, s'arrêtant sur le trottoir et retirant sa main de la sienne. « Je ne peux pas monter dans cette voiture avec toi. » Julien se tourna, son expression peinée. « Manon, s'il te plaît, tu trembles. Tu n'as nulle part où aller maintenant. Laisse-moi t'emmener quelque part en sécurité. Nous devons parler. »« Je dois rentrer chez moi, » dit-elle, la voix brisée. « Théo m'attend. Je suis en retard pour ses médicaments. » Julien se raidit. « Théo ? Qui est Théo ?» Un éclair de jalousie traversa ses yeux, rapide et intense. « Est-ce ton mari ?» Manon laissa échapper un petit rire amer. « Non, c'est mon frère. Il a 10 ans, Julien, et il est malade. C'est pour ça que je faisais ce travail. C'est pour ça que j'ai accepté les abus. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux implorants. « J'ai perdu ma paix ce soir à cause de toi. Je sais que tu essayais d'aider. Mais j'avais besoin de cet argent. » Julien la regarda vraiment pour la première fois en 6 ans. Il vit la fatigue sous ses yeux, la finesse de ses poignets, et il réalisa avec un sursaut d'horreur que la femme qu'il avait aimée, la brillante et fougueuse étudiante en littérature, survivait à peine au lieu de vivre. « Monte dans la voiture, Manon, » dit Julien, sa voix ne laissant aucune place à la discussion mais remplie d'une profonde tristesse. « Je t'emmène voir ton frère et je te promets que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter d'une paix. » Manon hésita. Elle regarda l'entrée du métro au bout de la rue, un long trajet froid vers un appartement plein de courants d'air en banlieue. Puis, elle regarda la porte ouverte de la Rolls-Royce, pensa à Théo attendant ses médicaments, baissa la tête et monta dans la voiture. L'intérieur de la Rolls-Royce était plus silencieux qu'une bibliothèque. Les vitres étaient teintées, fermant le monde aux lumières clignotantes de la ville. On se sentait comme dans un vaisseau spatial isolé du reste du monde. Manon s'assit au bord du siège en cuir, serrant les revers de la veste de smoking de Julien, tandis que Julien s'asseyait en face d'elle, ses longues jambes allongées, la regardant avec une intensité qui lui picotait la peau. « L'adresse » demanda-t-il au chauffeur via l'interphone. « Cité des Lilas, bâtiment 4, près du périphérique » répondit Manon doucement. Julien fronça les sourcils, il connaissait le quartier. C'était industriel, délabré et dangereux la nuit. « Tu vis là-bas ?»« C'est ce que nous pouvons nous permettre, » dit-elle défensivement. La voiture glissa dans la circulation. Et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, le silence étant épais de questions non posées et de vieilles blessures. « Pourquoi es-tu parti ?» La question resta suspendue dans l'air, douce mais lourde. Julien n'avait pas élevé la voix, mais la douleur derrière les mots était palpable. Manon regarda par la fenêtre les lumières floues de la ville. « Tu sais pourquoi, Julien ?»« Non, » dit-il en se penchant en avant, « je ne sais pas. Je me suis réveillé un matin il y a 6 ans, et tu étais parti, pas de mots, pas d'appel. Tu as changé de numéro, tu as abandonné la Sorbonne. J'ai passé 2 ans à te chercher, Manon. J'ai engagé des détectives privés. J'ai vérifié chaque hôpital et morgue de la région. C'était comme si tu avais disparu de la surface de la terre. »« Je le devais, » chuchota-t-elle. « Pourquoi ?» Sa voix se brisa. « Nous étions heureux, nous n'avions rien, mais nous étions heureux. Tu te souviens de l'appartement 4B ? Tu te souviens d'avoir mangé des nouilles instantanées par terre,
parce que nous ne pouvions pas nous offrir une table. Tu m'as dit que tu croyais en moi. Tu m'as dit que mon code changerait le monde. Et à la seconde où j'ai eu ma première offre de financement, tu as disparu. Les flashbacks frappèrent Manon comme des coups physiques. Il y a 6 ans, elle avait 22 ans. Julien en avait 24. Ils étaient pauvres, affamés et follement amoureux. Il était un codeur de génie travaillant sur un algorithme que personne ne comprenait. Et elle était une étudiante travaillant 2 jobs pour payer leur loyer. Elle se souvenait des nuits où il s'endormait sur son clavier et où elle drapait une couverture sur lui, en embrassant sa tempe. Elle se souvenait du jour où la lettre était arrivée. « Ce n'était pas pour l'argent, Julien », dit Manon en se tournant pour lui faire face, des larmes coulant sur son visage. « Ce n'a jamais été pour l'argent. »« Alors quoi ?» exigea Julien. « Était-ce un autre homme ?»« Non, » cria Manon. « Il n'y a jamais eu personne d'autre. C'était ta mère. » Julien recula comme si elle l'avait giflé. « Ma mère est morte il y a 10 ans. » Manon secoua lentement la tête. « Pas ta mère biologique, la femme qui t'a adopté. Madame Delorme. » Julien se figea. « La mère d'Isabelle. »« Oui, » dit Manon, sa voix tremblant. « La veille de l'obtention de ton financement, elle est venue à l'appartement pendant que tu étais sorti pour présenter ton projet aux investisseurs. Elle m'a dit que j'étais une distraction. Elle a dit que si je restais avec toi, les investisseurs se retireraient. Elle a dit que j'étais un bagage de classe inférieure qui te retiendrait loin de ton potentiel. » Le visage de Julien s'assombrit, une tempête se préparant dans ses yeux. « Et tu l'as cru ?» Elle avait des preuves, Julien. Elle m'a montré des documents, des contrats. Elle a dit que les investisseurs voulaient une ardoise vierge, un jeune génie célibataire, pas un gars lié à une serveuse avec une famille malade. Manon prit une inspiration tremblante. Mes parents venaient de mourir dans l'accident de voiture. Théo avait 4 ans. Je me noyais sous les dettes. Madame Delorme, elle m'a proposé un marché. Elle paierait les frais d'obsèques de mes parents et me donnerait assez pour installer Théo dans un établissement de soins spécialisé si je partais, si je disparaissais et ne te contactais plus jamais. Sanglota Manon, couvrant son visage de ses mains. Je l'ai fait pour toi, et je l'ai fait pour Théo. Je pensais que si je partais, tu réussirais. Et regarde-toi, tu possèdes la ville. J'avais raison. Il y eut un long silence agonisant. Manon s'attendait à ce qu'il crie, qu'il lui dise qu'elle était stupide, qu'elle aurait dû lui faire confiance. Mais au lieu de cela, elle sentit qu'il bougeait. Il glissa sur le siège en cuir et s'assit à côté d'elle, l'enveloppant de ses bras, la tirant contre sa poitrine. « Espèce de fille stupide et noble », chuchota-t-il dans ses cheveux, sa voix épaisse de larmes. « Mes investisseurs n'ont jamais dit ça. Madame Delorme t'a menti. Elle voulait que j'épouse Isabelle. Elle préparait ça depuis le début. » Manon recula, le choc élargissant ses yeux. « Quoi ? » « La famille d'Isabelle perdait de l'argent, » expliqua Julien, la mâchoire serrée. « Ils avaient le nom, mais il manquait de liquidité. Ils ont vu mon algorithme. Ils savaient que j'allais devenir milliardaire. Madame Delorme voulait assurer l'avenir de sa fille. Elle s'est débarrassée de toi pour pouvoir pousser Isabelle vers moi, pendant ma période la plus vulnérable, quand j'avais le cœur brisé et que je pensais que tu m'avais abandonné. » La réalisation submergea Manon. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Ils avaient été manipulés, utilisés. « Je l'ai épousée, » dit Julien, sa voix remplie de dégoût de soi. 3 ans plus tard, je ne l'aimais pas. J'étais engourdi. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Alors, j'ai juste renoncé au bonheur. Je me suis concentré sur les affaires. Le mariage était une fusion, rien de plus. Et elle m'a rendu la vie misérable, chaque jour depuis. La voiture commença à ralentir. Ils étaient arrivés au complexe d'appartements délabrés en banlieue. Julien regarda par la fenêtre, l'environnement sinistre, les graffitis, les fenêtres barrées. Puis, il regarda Manon. « Tu as vécu comme ça ?» demanda-t-il doucement. « Pendant que je vivais dans des penthouse ? Ça va ?» Manon essuya ses yeux. « J'ai Théo, c'est tout ce qui compte. » « Non,
dit Julien. Il attrapa sa main à nouveau, plus fort cette fois. Ce n'est pas correct, et ça finit ce soir. Julien, je ne peux pas juste. Je monte, dit-il. Je veux rencontrer Théo, et ensuite tu fais tes valises. Quoi? Non, Julien, tu as une femme, tu ne peux pas juste... Ma femme, la coupa Julien, ses yeux durs comme des diamants, vient de déclarer la guerre à la seule femme que j'ai jamais aimée. Je ne retourne pas vers elle. Manon, ce soir, je récupère ma famille. Avant que Manon ne puisse argumenter, le chauffeur ouvrit la portière et Julien sortit sur le trottoir fissuré. Un milliardaire en smoking ressemblant à un prince, qui avait enfin retrouvé sa princesse perdue. Mais Manon savait quelque chose qu'il ignorait. Isabelle Delorme n'était pas seulement une mondaine cruelle, elle était dangereuse. Et quand elle découvrirait que Julien était ici, elle ne renverserait pas seulement du vin, elle ferait couler le sang, alors qu'il marchait vers l'entrée du bâtiment. Une berline noire aux vitres teintées garée de l'autre côté de la rue baissa lentement sa vitre. Un objectif d'appareil photo sortit, l'obturateur cliquant silencieusement dans l'obscurité. Le 4e étage, sans ascenseur, était un contraste brutal avec l'hôtel souverain. Il n'y avait pas de tapis rouge, seulement du linoléum écaillé qui s'enroulait sur les bords. L'air ne sentait pas le parfum coûteux et le champagne. Il sentait le chou bouilli et le plâtre humide. Julien Blackwood, un homme qui pouvait acheter tout ce pâté de maison sans vérifier son compte en banque, monta les escaliers étroits et grinçants sans un mot de plainte, tenant la main de Manon comme si c'était une ligne de vie. Lorsque Manon déverrouilla la porte de l'appartement 4B, la réalité de sa vie frappa Julien comme un coup physique. La pièce principale était minuscule. Un matelas était poussé dans le coin, séparé du coin salon par un drap suspendu. Des piles de papiers médicaux couvraient la petite table de cuisine bancale. « Manon ?» Une petite voix faible appela de la chambre. Manon lâcha la main de Julien et se précipita vers la pièce du fond. « Je suis là, Théo, je suis là. » Julien suivit lentement, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Théo semblait petit pour un enfant de 10 ans. Il était pâle, sa peau presque translucide sous la lumière crue de l'ampoule unique. Une bouteille d'oxygène trônait à côté de son lit. Le tube en plastique s'enroulant comme un serpent. Il serrait une bande dessinée usée. « Tu es en retard », siffla Théo en essayant de sourire. « Tu as apporté la potion magique ?»« Oui, » dit Manon, la voix tremblante alors qu'elle saisissait un flacon de pilules sur la table de chevet. Elle l'aida à s'asseoir et à avaler le médicament avec un verre d'eau. Les yeux de Théo dérivèrent au-delà de sa sœur et se posèrent sur la grande silhouette sombre dans l'embrasure de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est qui ?» chuchota Théo. « C'est un docteur. » Manon regarda Julien, des larmes scintillant dans ses yeux. « Non, chérie, c'est un vieil ami. Il s'appelle Julien. » Julien entra dans la pièce. L'espace était si petit que ses épaules frôlèrent presque le cadre de la porte. Il s'agenouilla à côté du lit, se mettant au niveau des yeux de Théo. Il vit l'intelligence dans les yeux du garçon, la même étincelle que Manon avait. « Salut Théo », dit Julien doucement. « Je ne suis pas médecin, mais je répare des choses. Je suis ingénieur. » Les yeux de Théo s'illuminèrent. « Comme les ordinateurs ?»« Exactement comme les ordinateurs. » Julien sourit, un sourire chaleureux et sincère qui transforma son visage sévère. « J'entends dire que tu aimes les bandes dessinées. Qui est ton préféré ?»« Iron Man. »« Ouais, » souffla Théo. « Parce qu'il a construit son propre cœur. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda Manon qui se mordait la lèvre pour ne pas sangloter. Il se leva et toucha doucement le bras de Manon, la guidant vers la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Julien, sa voix basse et urgente. « Qu'est-ce qu'il a ?»« La mucoviscidose ?» chuchota Manon,
s'appuyant contre le comptoir pour se soutenir. Et une malformation cardiaque. Il a besoin d'une double transplantation, Julien. Mais la liste d'attente est longue, et sans le traitement spécialisé, les médecins disent que ses poumons lâchent. L'assurance de mon travail de serveuse couvre à peine l'oxygène. Julien ferma les yeux. Il pensa à la robe à 20 000 € qu'Isabelle avait portée ce soir-là. Il pensa aux millions qu'il avait donnés au musée et aux opéras juste pour garder les apparences en société. Il a besoin de l'opération, dit Julien. Ça coûte 300 000 € rien que pour être sur la liste privée, dit Manon, la voix vaincue. J'ai 42 € sur mon compte en banque. Julien plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. Il composa un numéro. Il était 1h du matin. Mais la personne à l'autre bout répondit à la première sonnerie. « Blackwood », dit la voix au téléphone, c'était Marcus Stone, l'avocat personnel de Julien et son seul véritable ami. « Marcus », dit Julien, sa voix d'acier, « j'ai besoin que tu transfères 5 millions € sur un nouveau fonds fiduciaire immédiatement. Bénéficiaire Théo Vasseur. » Manon haleta auditivement, sa main volant à sa bouche. Julien, non. Julien l'ignora. « Et Marcus, appelle le meilleur spécialiste pulmonaire du pays. Réveille-les. Je me fiche s'ils sont en Suisse. Je veux une consultation demain matin. Et encore une chose. » Julien fit une pause, ses yeux durcissants alors qu'il regardait par la fenêtre la silhouette de la ville. « Prépare les papiers du divorce. »« J'ai terminé, Julien ?» La voix de Marcus était prudente. « Tu sais que le contrat prénuptial est délicat. Les membres du conseil, la famille d'Isabelle à départ. Ce sera une guerre. »« Je me fiche de perdre l'entreprise, Marcus. Je me fiche de perdre chaque centime. Sors-moi juste de là. » Julien raccrocha le téléphone, se tourna vers Manon. « Tu n'es plus seul, » dit-il férocement. « Théo va avoir ce cœur, il va avoir ses poumons, et tu ne porteras plus jamais d'uniforme. » Manon s'effondra dans ses bras, les années de stress et de peur se brisant enfin. Ils restèrent là dans la minuscule cuisine, se tenant l'un l'autre alors que la ville dormait autour d'eux. Mais la ville ne dormait pas. À 8 kilomètres de là, dans le penthouse de la tour Blackwood, Isabelle Delorme faisait les 100 pas sur un tapis perçant, portant encore la robe tachée de vin, un verre de scotch dans une main et son téléphone dans l'autre. Sur l'écran se trouvait une photo granuleuse envoyée par le détective privé, montrant Julien et Manon entrant dans l'immeuble délabré. « Il est entré », chuchota Isabelle à la pièce vide. « Il est vraiment entré dans ce trou à rats. » Elle jeta le verre contre le mur, il se brisa, le liquide ambré dégoulinant sur le papier peint coûteux. « Tu veux jouer au héros, Julien ?» siffla-t-elle. « Tu veux sauver la demoiselle ? Bien, voyons comment tu la sauveras quand elle sera derrière les barreaux. » Elle prit son téléphone et composa un contact enregistré sous le nom de « Commissaire Miller, 14e arrondissement. »« Commissaire, » dit Isabelle, sa voix se transformant instantanément en un trémolo larmoyant et paniqué. « Je dois signaler un vol aggravé. » Oui, c'était la serveuse. Elle a volé mon collier de diamants directement de mon cou pendant le gala. Je viens de réaliser qu'il avait disparu, et je sais exactement où elle habite. Le soleil se leva sur la banlieue, projetant une lumière orange brumeuse à travers la fenêtre barrée de l'appartement de Manon. Pour la première fois depuis des années, Manon avait dormi paisiblement, recroquevillée sur le petit canapé enveloppé dans la veste de smoking de Julien. Julien dormait sur la chaise en bois à côté d'elle, la tête reposant sur ses bras sur la table de cuisine. C'était une scène domestique d'une paix parfaite. Puis le monde explosa. Boum, boum, boum. La porte trembla violemment sur ses gonds. « Police ! Ouvrez !» Manon se réveilla en sursaut, hurlant. Julien fut sur ses pieds instantanément, ses instincts prenant le dessus. « Reste en arrière !» ordonna Julien à Manon. Il se dirigea vers la porte. « Qui est-ce ? Ouvrez ou on enfonce la porte. » Julien déverrouilla le pêne dormant et ouvrit la porte à la volée. 3 officiers en uniforme et un homme en costume ordinaire
firent irruption, remplissant la petite pièce, leurs mains sur leurs holsters. « Quelle est la signification de ceci ?» exigea Julien, sa voix tombant dans son ton de commandement de PDG. « Savez-vous qui je suis ?» L'homme en costume, le commissaire Miller, mâchouillait un cure-dent et affichait un sourire narquois. « Je sais qui vous êtes, monsieur Blackwood. Mais il ne s'agit pas de vous. Nous sommes ici pour elle. » Il pointa un doigt épais vers Manon qui reculait en tremblant. « Manon Vasseur, » dit Miller, « vous êtes en état d'arrestation. »« Arrestation » cria Manon. « Pourquoi ?»« Vol aggravé, » dit Miller en sortant une paire de menottes. « Nous avons une déclaration sous serment de Madame Isabelle Blackwood. Elle prétend que vous l'avez agressée et volé un collier de diamants d'une valeur de 250 000 €. C'est un mensonge, rugit Julien en s'interposant entre le détective et Manon. J'étais là, elle n'a rien volé, c'est un coup monté. Si c'est un mensonge, cela ne vous dérangera pas si nous fouillons les lieux, dit Miller froidement. Il fit signe aux autres officiers. Retournez l'endroit. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Manon, alors qu'un officier commençait à arracher les coussins du canapé. Mon frère est malade dans l'autre pièce. S'il vous plaît, ne le réveillez pas. Fouillez le sac, ordonna Miller en pointant le sac à dos usé de Manon assis près de la porte, celui qu'elle avait ramené de l'hôtel. Un des officiers saisit le sac, le renversa sur la table de cuisine. Son tablier, ses chaussures confortables et quelques pièces de monnaie tombèrent. Et puis, avec un bruit lourd, un objet scintillant frappa la table. La pièce devint silencieuse. Là, au milieu des peluches et de la petite monnaie, reposait l'étoile de minuit, un lourd collier en platine incrusté de saphirs et de diamants qui étincelait cruellement dans la lumière du matin. Manon le fixa, son souffle se bloquant dans sa gorge. « Je n'ai jamais vu ça avant, je le jure. Elle a dû le glisser quand elle m'a bousculé. »« Gardez ça pour le juge, ma jolie, » dit Miller. Il saisit le poignet de Manon et la fit pivoter, claquant les menottes froides sur ses poignets. « Julien !» cria Manon, la panique prenant le dessus. « Julien, s'il te plaît !» Théo apparut dans l'embrasure de la chambre, serrant son masque à oxygène. « Manon ? Qu'est-ce qu'ils font à Manon ?» Il commença à tousser, un son déchirant et humide qui secoua son petit corps. « Théo !» Manon lutta contre l'officier. « Ne le touchez pas. Il a besoin de ses médicaments. » Julien attrapa le commissaire Miller par les revers de son costume bon marché. « Écoutez-moi, » grogna Julien, son visage à quelques centimètres de celui du détective. « C'est un coup monté. Ma femme a mis ça là. Si vous l'emmenez, vous tuez ce garçon dans l'autre pièce. Vous me comprenez ?» Miller repoussa Julien. « Touchez-moi encore, monsieur Blackwood. Et vous irez au poste aussi, j'ai des preuves. Le collier est ici, la fille vient avec nous. » Miller se tourna vers les autres officiers. « Appelez les services sociaux. La tutrice est incarcérée. Le gamin doit aller dans le système. »« Non !» hurla Manon, se battant comme un animal sauvage maintenant. « Pas le foyer. Il ne survivra pas au système. »« Julien, ne les laisse pas le prendre. » Julien regarda le chaos se dérouler devant lui. Il vit la terreur dans les yeux de Théo, le désespoir sur le visage de Manon. Il réalisa que son argent, son pouvoir, son influence, rien de tout cela ne fonctionnait assez vite pour arrêter cette violence immédiate. Isabelle l'avait déjoué. Elle savait que la loi était un instrument contondant et elle l'avait manié parfaitement. Il prit une profonde inspiration, se forçant au calme. Il devait être chirurgical. « Commissaire, » dit Julien en levant les mains, « emmenez-la, traitez-la. » Manon le regarda, trahi. « Julien, » Julien croisa son regard. « Fais-moi confiance, va avec eux, ne résiste pas. » Il se tourna vers l'officier qui s'approchait de Théo. « Mais le garçon reste avec moi. »« Monsieur, vous n'êtes pas le tuteur légal, » dit l'officier. « Non, » dit Julien en sortant son portefeuille et en montrant sa pièce d'identité.
Mais je suis le propriétaire de l'immeuble dans lequel vous vous tenez. Je l'ai acheté ce matin à 4 heures via Internet. C'est mon locataire. Et j'assume temporairement la garde jusqu'à l'arrivée de mes avocats dans 20 minutes. Si vous essayez de déplacer un enfant gravement malade sans transport médicalisé, je poursuivrai la police pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire, avant même que vous n'atteigniez le bas des escaliers. Les officiers hésitèrent. Ils regardèrent Miller. Miller grogna. Il avait le collier. Il avait la fille. Il n'avait pas besoin de la mauvaise presse d'un enfant mort. « Bien !» cracha Miller. « Laissez le gamin. On y va ?» Ils traînèrent Manon hors de la porte. Elle regarda par-dessus son épaule, les larmes coulant sur son visage. « Prends soin de lui, » sanglota-t-elle. « Promets-le-moi. »« Je le promets !» cria Julien après elle. La porte claqua. Julien resta seul dans l'appartement saccagé avec un garçon de 10 ans terrifié et toussant. Le silence était assourdissant. Julien marcha vers Théo qui tremblait de manière incontrôlable. S'assit au bord du lit et posa une main sur l'épaule du garçon. « Est-ce que Manon revient ?» demanda Théo, sa voix petite. « Oui, » dit Julien. Sa voix tremblant d'une rage sombre et terrifiante qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Elle revient. Et la personne qui a fait ça va payer, pas avec de l'argent, mais avec tout. » Julien prit son téléphone. Il n'appela pas son avocat cette fois. Il appela le numéro d'un homme à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Un journaliste d'investigation au Monde spécialisé dans la corruption. « Allô ?» répondit la voix. « C'est Julien Blackwood, » dit-il. « J'ai une histoire pour toi. C'est à propos d'Isabelle Delorme. C'est à propos d'une serveuse piégée. Et j'ai un enregistrement audio. » Julien plongea la main dans sa poche et sortit un petit appareil élégant. Un stylo enregistreur vocal. Il l'avait activé au moment où la police avait enfoncé la porte. Il avait tout enregistré. Le coup monté. L'absence de procédure régulière. Mais ce n'était pas assez. Il lui fallait plus. Il devait prouver qu'Isabelle l'avait planté. « Je vais en guerre », chuchota Julien à la pièce vide. Les médias appelèrent cela le « procès de Cendrillon ». Mais il n'y avait rien de féerique dans l'atmosphère à l'intérieur du tribunal correctionnel de Paris 3 jours plus tard. L'air était épais de tension, sentant la cire à parquet et l'eau de Cologne coûteuse. Car Julien Blackwood avait tiré toutes les ficelles de la ville pour obtenir une audience d'urgence concernant les preuves. Il avait misé toute sa réputation sur cette seule matinée. Manon était assise à la table des accusés portant un simple tailleur gris que Julien avait envoyé à sa cellule de garde à vue. Elle semblait pâle, des cernes meurtrissant la peau sous ses yeux. Mais son menton était haut. Elle regarda par-dessus son épaule et vit Julien assis au premier rang. Il lui fit un signe de tête, un mouvement microscopique qui disait « Tiens bon ». De l'autre côté de l'allée était assise Isabelle Delorme, vêtue de noir de deuil, un tailleur Chanel vintage, qui la faisait paraître fragile et sympathique. Elle tamponnait des yeux secs avec un mouchoir en dentelle. La presse en raffolait. « L'accusation appelle Isabelle Delorme Blackwood à la barre », annonça le procureur. Isabelle marcha vers la barre, ses talons cliquant à un rythme d'arrogance. Elle prêta serment, sa voix vacillant parfaitement. « Madame Blackwood », commença le procureur en tenant un sac de preuves en plastique contenant le collier scintillant étoile de minuit. « Est-ce l'objet qui vous a été volé ?»« Oui, » renifla Isabelle. « Ma grand-mère me l'a laissé. Il vaut 250 000 d'euros, mais la valeur sentimentale, c'est inestimable. Et comment l'accusée l'a-t-elle pris ?» Isabelle pointa un doigt tremblant vers Manon. C'était la serveuse. Elle a renversé du vin sur moi exprès. Je réalise maintenant, pour créer une distraction. Dans le chaos, elle l'a détaché de mon cou. Je ne l'ai remarqué que plus tard. Quand la police l'a trouvé dans son sac, j'ai eu le cœur brisé que quelqu'un que j'essayais d'employer puisse faire ça. Un murmure de sympathie ondula à travers le jury. Manon agrippa le bord de la table jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. C'était un mensonge parfait. « Merci, Madame Blackwood », dit le procureur, l'air satisfait.
Votre témoin? L'avocat de Julien, Marcus Stone, se leva. Mais avant qu'il ne puisse parler, les portes du tribunal s'ouvrirent. En fait, votre honneur, dit Marcus. La défense appelle un témoin surprise concernant l'authenticité des preuves. Nous appelons Julien Blackwood. Un halètement collectif balaya la salle. Les maris témoignant contre leurs femmes étaient rares. Les milliardaires témoignant dans des affaires de petits vols étaient inouïs. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait que Julien était juste là pour soutenir sa maîtresse. Julien prit la barre. Il ne regarda pas le jury. Il regarda directement Isabelle. Son expression était illisible, ce qui était la chose la plus terrifiante chez lui. « Monsieur Blackwood, » dit Marcus en arpentant le sol, « vous êtes familier avec le collier étoile de minuit ?»« Intimement, » répondit Julien, sa voix profonde et stable. « Je l'ai assuré. » Et en regardant le collier dans ce sac de preuves, celui trouvé dans le sac à dos de Manon Vasseur, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de l'article authentique? Julien se pencha en avant. Il n'avait même pas besoin de prendre le sac. « Non, » dit clairement Julien, « ce collier est un faux. » Isabelle se leva, oubliant son acte fragile. « Objection. Il ment pour la protéger. »« Asseyez-vous, Madame Blackwood, » aboya le juge. « C'est une réplique en toc. » Continua Julien, sa voix s'élevant au-dessus de l'agitation. Du zirconium de haute qualité sur une chaîne plaquée argent, valant environ 50 € sur un marché aux puces. « Et comment savez-vous cela, monsieur Blackwood ?» demanda Marcus. Julien plongea la main dans la poche de son costume, sortit une boîte en velours noir, l'ouvrit, et les lumières du tribunal capturèrent le feu des vrais diamants qui flambaient avec une brillance qui faisait ressembler le collier dans le sac de preuves à du verre terne. « Parce que, » dit Julien en tenant le vrai collier pour que le jury le voie, « j'ai racheté le vrai collier chez un prêteur sur gage à Macao il y a 3 mois. » Le silence dans la salle d'audience était absolu. Le visage d'Isabelle se vida de son sang, virant à une teinte maladive de gris. « Ma femme, » dit Julien, sa voix froide comme de l'azote liquide, « a un problème de jeu. Elle a perdu 2 millions à Monte-Carlo le printemps dernier. Elle a vendu le collier de sa grand-mère pour couvrir la dette. J'ai découvert. Je l'ai racheté pour éviter l'embarras à la famille. Et je l'ai gardé dans mon coffre privé. Elle ne savait pas que je l'avais. » Julien se tourna pour regarder Isabelle qui tremblait maintenant pour de vrai. « Elle a commandé un faux, » dit Julien au jury. « Elle porte le faux depuis des mois. Et c'est le faux qu'elle a planté dans le sac de Manon Vasseur. Elle a piégé une femme innocente pour avoir volé un bijou qu'elle avait elle-même déjà vendu au marché noir. »« C'est faux, » hurla Isabelle, son calme se brisant complètement. « Il invente, il est fou !»« J'ai les reçus du prêteur sur gage, » dit Julien en remettant un dossier à l'huissier. « Et j'ai le relevé de carte de crédit montrant un paiement à Bijoux Express pour une réplique signée par Isabelle Delorme. » Le juge regarda les documents. Il regarda le vrai collier, il regarda le faux. Puis Julien porta le coup final. « Et votre honneur, concernant la chronologie du vol présumé ?» Julien tapota la table. « J'ai un enregistrement. » Il diffusa l'audio du stylo enregistreur qu'il avait utilisé dans l'appartement. La cour entendit la voix du commissaire Miller et l'avertissement de Julien sur le coup monté. Mais ensuite, Julien diffusa un message vocal qu'il avait intercepté, un message qu'Isabelle avait laissé à son ami pendant le gala, 10 minutes après le renversement de vin. « Je vais la détruire, Véro. J'ai glissé le faux dans son sac quand elle nettoyait la table. La police est en route. Demain, je serai la victime et elle sera en prison. Et Julien reviendra en rampant. » L'enregistrement se termina. Isabelle s'effondra dans sa chaise. Sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, il n'y avait pas d'issue. La reine de glace avait fondu en une flaque de fraude et de malice. Le juge abattit son marteau.
Cela sonna comme un coup de feu mettant fin à la guerre. Affaire classée avec préjudice, rugit le juge en foudroyant la table de l'accusation. Mademoiselle Vasseur, vous êtes libre de partir immédiatement. Huissier, placez Madame Blackwood en détention pour parjure, fausse déclaration à la police et fraude à l'assurance. Et que quelqu'un appelle le procureur. Je veux lui dire 2 mots à propos du commissaire Miller. Le pandémonium éclata. Les journalistes criaient des questions, les flashs crépitaient. Mais au milieu du chaos, seules 2 personnes comptaient. Manon se leva, ses jambes tremblant. Julien descendit de la barre des témoins et marcha vers elle. Il se fichait des caméras. Il se fichait du scandale. Il ouvrit la barrière et la tira dans une étreinte si serrée qu'elle lui coupa le souffle. « Je t'avais dit » chuchota-t-il à son oreille, sa voix rauque de soulagement. « Je t'avais dit que je réparerais ça. » Manon enfouit son visage dans sa poitrine, sanglotant non pas des larmes de peur, mais des larmes de liberté. 6 mois plus tard, le jardin du domaine en Provence était en pleine floraison. Les hortensias éclatant de bleu et de violet, c'était bien loin de l'appartement exigu de la banlieue. Théo était assis sur l'herbe, riant en lançant une balle de tennis pour un chiot Golden Retriever. Ses joues étaient roses, sa respiration profonde et claire. La greffe avait été un succès, et grâce au meilleur médecin que l'argent pouvait acheter, il courait pour la première fois de sa vie. Sur la terrasse, Manon était assise avec un livre sur les genoux, mais elle ne lisait pas. Elle regardait son frère. Elle portait une robe d'été jaune pâle, ses cheveux lâchés et brillants au soleil. Les ombres sous ses yeux avaient disparu, remplacées par une lueur de contentement. Julien sortit de la maison portant 2 verres de limonade. Il avait troqué ses smokings rigides pour une chemise en lin décontractée. Il paraissait plus jeune, le poids du monde soulevé de ses épaules. « Les avocats t'ont appelé », dit Julien en lui tendant un verre et en s'asseyant à côté d'elle. « C'est fait ?» demanda Manon. « C'est fait », hocha Julien. « Le divorce est définitif. Isabelle a été condamnée ce matin. 3 ans en sécurité minimale, plus des travaux d'intérêt général. Elle ramassera des ordures le long de l'autoroute portant un gilet orange. Je trouvais que c'était une jolie touche d'ironie. » Manon sourit. Mais il n'y avait aucune malice là-dedans. Elle était trop heureuse pour s'accrocher à la haine. « Et l'entreprise ? » « J'ai démissionné de mon poste de PDG. » Julien haussa les épaules. « Je reste président du conseil. J'ai réalisé que l'ingénierie me manquait. Je veux construire des choses à nouveau, à commencer par cette cabane dans les arbres que Théo a demandé. » Il tendit la main et prit celle de Manon, la bague à son doigt, un diamant simple et élégant. Pas le caillou criard qu'Isabelle avait porté, capta la lumière. « Tu nous as sauvés, Julien, » chuchota Manon. « Non, » dit Julien en portant sa main à ses lèvres. « Tu m'as sauvé. J'étais prisonnier dans une cage dorée, jusqu'à ce que tu renverses ce vin. » Manon rit, le son résonnant à travers le jardin, rejoignant le son du rire de son frère. Techniquement, elle l'a renversé. La meilleure erreur qu'elle ait jamais faite. Julien sourit, se pencha et l'embrassa. Un long baiser lent qui avait le goût de la limonade et d'un avenir qui était enfin complètement le leur. La serveuse invisible était vue, l'héritière cruelle était détrônée, et le garçon qui ne pouvait pas respirer courait dans le vent. C'était enfin un service parfait, prouvant que si l'argent peut acheter le pouvoir, il ne peut pas acheter la vérité, et que l'arrogance est l'architecte de sa propre destruction.